Et vous êtes toujours, enfin on l'espère, sur Radio Soupente, la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, pour écouter l'émission Racaille consacrée aujourd'hui, pour sa partie artistique, à Martine Franck et son compagnon Henri Cartier-Bresson. Mais avant, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée dans les années 70. C'était hier. Dans les années 70, le magazine Photo Reporter Objectif. On fréquentait les photographes de la jeune génération et particulièrement ceux de l'agence Viva, fondée après les événements de 68, au début des années 70. Martine Franck, Claude Raymond Ditivon, Jean Lattès et Guy Le Quérec sont ceux avec qui nous avons travaillé, plus particulièrement Le Quérec, dont nous avons publié plusieurs portfolios, ou photoreportages, comme vous voulez. Cette jeune bande faisait dans le social. C'est ça qui était nouveau. Des reportages en immersion dans une famille lambda, surtout populaire, différents corps de métiers, dont, pour Le Quérec, l'agriculture bretonne, aussi chez les gitans, aussi un viron plus exotique au Pakistan, en couleur, contrairement aux noirs qu'ils avaient adoptés alors que la plupart des clics-clacs Kodak de cette époque sacrifiaient en prom à la couleur et à des sujets plus glamour que la réalité sociale des classes défavorisées. D'ailleurs, à ce propos, et sans vouloir me faire reluire plus que souhaitable, Cartier-Bresson, dont nous avons été interdits d'expo pour cause de trop plein de clampins, s'était baladé une fois dans les rédactions de quelques revues ou magazines, mais pas que photos, avec un numéro de notre canard sous le bras, en déclarant alentour que voilà un magazine photo, un truc pour se prendre le chou, que je me suis dit à cette époque, et que je répète aujourd'hui. Est-ce que la cause de ces satisfecit s'appelait Martine Franck, dont on avait publié des photos? Peut-être. Nous avons aussi fait un cahier sur Cartier, que notre jeunesse brouillonne considérait, malgré son âge avancé, comme un grand. Avec le talent, le soi-disant fossé des générations se comble très vite et on le franchit sans état d'âme. La vertu du talent. Période heureuse de la photographie argentique. On touchait le papier, on éditait à la main. Le magazine aussi, tout était fabriqué avec nos mains. Le montage, le plus gros boulot, du papier, de la colle et des ciseaux. La collecte des images dans les agences de presse, Viva, Sipa, Gamma. Que sont-elles devenues? Je ne sais pas. Je ne sais plus. L'ordinateur a dézingué tout ce petit monde de l'artisanat de la photo et de l'impression. Plus de photograveurs, de typographes et de photos en noir et blanc. Cartier-Bresson et ses jeunes photographes travaillaient avec des Leica. Pas de moteur à leurs appareils et ils prenaient du temps pour capter un sujet, sans retouche. Qu'on pouvait voir les bromures et le sujet bordé de noir pour bien signifier que l'on n'avait pas recadré le cliché, alors que la plupart recadraient leur prise de vue mal foutue. Composer une image dans l'objectif, pas un truc fastoche. Et si Cartier-Bresson maîtrisait si parfaitement la composition, la lumière, le cadrage, il le devait à sa vocation ratée de peintre qu'il aurait aimé être, mais qui dessinait beaucoup, une rareté dans ce milieu. Que tous ces petits jeunes qui se sont révélés sur les barricades de 68 ont totalement accepté Cartier-Bresson, n'était pas leur papa, mais un des leurs. Et si Martine Franck et sa jeunesse l'ont accompagné jusqu'à sa fin, ce n'est pas une simple coïncidence ou un hasard, ou une bizarrerie de la vie.
Quelques artistes, et pas des moindres, ont été accompagnés dans leur grand âge par de jeunes femmes probablement éprises de leur talent. Ouais, donc ça, effectivement, c'est ton vécu avec tout ce monde de la photo que tu as eu la chance de côtoyer dans ton métier. C'est chouette, quoi. Oui, c'est chouette. Oui, ouais, c'est bien. C'est vrai que nous, on voulait aller voir l'exposition au musée Carnavalet, Revoir Paris, qui se termine le 31 octobre. Bon, on était allé un samedi, c'était une très mauvaise idée parce que c'était complet, on n'a pas pu passer. Mais ça nous permet quand même de parler de Cartier-Bresson, de rappeler un petit peu quelle était sa vie et quelle photo il a pu faire. Alors, est-ce que moi je vais revenir un petit peu sur sa bio un petit peu plus, hein. Je vais donner quelques précisions. Il est né donc en 1908 en Seine-et-Marne et il a fait des études, lycée Condorcet. Il dit lui-même qu'il a fait de mauvaises études et qu'après il est allé à l'atelier donc en peinture d'André Lotte et qu'effectivement il a fréquenté les surréalistes et que ça a probablement influencé après son travail tant de photographe que de dessinateur. Il passe un an en Côte d'Ivoire en 1930 et puis il va découvrir en 1931 dans une revue qui s'appelle Art et métier graphique une photographie de Martin Muncaci et là ça va le décider à se consacrer à la photographie, donc il va acheter un an après son premier Leica et il va partir voyager en Europe avec des amis comme Léonore Fini et André Pierre de Mandiargue. Donc il fait des premières publications, il va être exposé, il va beaucoup voyager, il part aussi au Mexique et il va aussi travailler, c'est un autre métier, il va travailler dans le cinéma, il va travailler avec Jean Renoir, il va être assistant sur La vie est à nous et Partie de campagne. Et donc c'est un métier qui est complètement différent, mais c'est aussi un métier qui est très très visuel, hein, bien sûr. Il va réaliser des documentaires et il va réaliser à la demande du Secours populaire espagnol un documentaire aussi sur la guerre d'Espagne qui s'appelle L'Espagne vivra. Et il va à nouveau collaborer en 1939 avec Jean Renoir au film La règle du jeu. Ensuite arrivent les années de guerre, donc il va rejoindre l'unité film et photographie de la 3e armée et il est fait prisonnier en juin 40. En 43, il s'évade en février, il fait 2 tentatives infructueuses et il va rejoindre le mouvement national des prisonniers de guerre et de déportés. Après, à la fin de la guerre, en 44, il va réaliser une série de portraits d'artistes comme Henri Matisse, Picasso, Georges Rouault, Paul Claudel, Pierre Bonnard. Il y a ceux qui ne sont pas allés à Berlin. Voilà. Et oui, ceux qui sont pas allés à Berlin, tout à fait. Et il réalise en 45 Le Retour, qui est un documentaire sur le rapatriement des prisonniers de guerre et des déportés. À partir de 46, c'est un photographe professionnel. Il va aller aux États-Unis. Il va coopérer. Il va fonder l'agence Magnum, justement, avec Robert Capa, David Zemmour, William Van Diver et George Roger. Et la particularité de cette agence Magnum, c'est que c'est une agence associative. Donc, les photographes vont vivre de leurs travaux, quoi. Après, il va voyager, il va partir, il va voyager en Orient, il va suivre Gandhi, il va découvrir Gandhi en Inde, il va couvrir les funérailles de Gandhi aussi, il va voyager en Indonésie et il va publier en 52, c'est un bouquin qui est une référence pour les jeunes photographes qui s'appelle Images à la sauvette avec une couverture originale faite par Matisse et là c'est les 20 premières années de son travail de photographie. Il est admis après à passer en URSS en 54. Il sera le premier photographe à pouvoir aller en URSS, donc c'est depuis le début de la guerre froide. Il continue à voyager, il va aller à Bali, il va aller en Chine. Il fait des expositions en France aux Arts Déco, au pavillon de Marsan, au Louvre. Il va publier donc un livre qui s'appelle Moscou. Il va aussi retourner en Chine en 58. C'est le 10e anniversaire de la République populaire. Il fait des portraits, il retourne au Mexique. Il voyage tout le temps. Il va au Japon, il retourne en Inde. Là, on est en 1966. Pour IBM, il fait une étude sur l'homme et la machine. Il voyage, après on arrive aux années 68, donc il voyage en France, non il reste en France,
et il réalise aussi aux États-Unis des documentaires pour CBS. Et en 72-73, il repart en URSS. Bon, c'est un peu fatigant tous ces voyages. Et entre-temps, il est quand même régulièrement à Paris, puisque cette exposition du musée Carnavalet s'appelle Revoir Paris. Donc Paris est quand même une ville dans laquelle il reste régulièrement et qu'il aime énormément, quoi. Et à partir de 74, en fait, après, il va se détacher de l'agence Magnum. Il va renoncer à sa qualité d'associé et il va se consacrer au dessin. Donc on peut voir, moi je ne connaissais pas du tout cette dernière partie de sa vie où il dessine. On va le voir dessiner des autoportraits, on va le voir faire des vues un peu de Paris, voilà. Et tu m'as dit qu'il dessinait tous les jours son portrait le matin. Voilà, tous les matins, il va faire il a une photo, il fait un autoportrait, effectivement. Et en fait, quand il va rencontrer Martine Franck, donc qui sera sa compagne, elle est une photographe débutante et lui a déjà renoncé à la photographie. Donc, à aucun moment, en fait, il y a une concurrence. Et de toute façon, visiblement, lui n'était pas du tout dans cette compétition. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé aussi sa compagne. Il a aidé beaucoup de jeunes photographes. Et ils vont décider, donc avec Martine Franck, sa compagne, et leur fille Mélanie, dans les années 2000, de créer cette fondation Henri Cartier-Bresson pour rassembler son œuvre et aussi créer un espace d'exposition ouvert à d'autres artistes. Parce que effectivement, pendant longtemps, les photographes vivaient de photos qui donnent dans des magazines, où là finalement c'est les metteurs en page ou c'est les éditorialistes des magazines qui s'occupent de faire une présentation des photos, et lui disait que leur travail était montré sinon lors d'expositions monographiques ou sur des bouquins, quoi. Oui, sauf que si tu veux les magazines comme celui dans lequel j'ai travaillé, on s'adressait à des agences comme Magnum, comme SIPA, comme Viva, comme Gamma. C'est chez eux qu'on allait chercher notre provente. Voilà. On ne s'adressait pas directement aux photographes, on passait toujours par l'intermédiaire de l'agence, et on faisait l'editing, bien sûr. C'était le journal qui choisissait, si tu veux, l'édition, c'est-à-dire montrer, qui choisissait la chronologie du cahier qui était dédié à un photographe, qui choisissait d'abord les photos, sans concertation d'ailleurs avec le photographe, ce qui a provoqué quelquefois quelques frictions, parce que ce sont des gens qui ont quand même un ego assez surdimensionné. Et en fait, ce qu'il explique aussi, c'est que du coup, il peut y avoir aussi une interprétation différente que l'interprétation qu'ils avaient quand il y a eu la prise de vue. Tout à fait, voilà. Mais je pense que c'est sain, parce que si le photographe fait sa prise de vue, et le magazine qui veut éditer ses prises de vue, il a quand même aussi son interprétation de ses prises de vue, et il choisit la manière dont il va les présenter, quoi. Mais je me souviens par exemple avec Depardon, on avait fait un numéro spécial sur le Chili en 73, quand il y a eu cette tuerie là-bas au Chili, et que Depardon n'était pas tout à fait content de ce qu'on avait fait d'une de ses photos. Voilà, parce que je dis encore une fois, ces gens-là ont un ego surdimensionné, un peu comme tous les créateurs, quoi. Moi, j'ai pas ressenti ça sur Bresson. Pas sur Bresson, non, mais c'est toujours pareil. C'est pas les plus grands qui sont les plus chiants, tu vois, c'est plutôt ceux qui suivent. À peine sortis du berceau, nous sommes allés faire un saut au boulevard du temps qui passe, en scandant notre ça ira contre les vieux, les mous, les gras, confinés dans leurs idées basses. On nous a vus, c'était hier, qui descendions jeunes et fiers dans une folle sarabande, en allumant des feux de joie, en alarmant les gros bourgeois, en piétinant leurs plates-bandes. Jurant de tout remettre à neuf, de refaire 89, de reprendre un peu la Bastille,
nous avons embrassé coulu leurs femmes qu'ils ne touchaient plus, nous avons fécondé leurs filles. Dans la mare de leurs canards, nous avons lancé goguenard, force pavée, quelle tempête. Nous n'avons rien laissé debout, flanquant leur credo, leur tabou, et leur dieu cul par-dessus tête. Quand sonna le cessez-le-feu, l'un de nous perdait ses cheveux, et l'autre avait les tempes grises. Nous avons constaté soudain que l'été de la Saint-Martin n'est pas loin du temps des cerises. Alors, ralentissant le pas, on fit la route à la papa, car braillant contre les ancêtres, la troupe fraîche des cadets au carrefour nous attendait pour nous envoyer à Bicêtre. Tous ces gâteux, ces avachis, ces pauvres sépulcres blanchis, chancelant dans leur carapace, on les a vus, c'était hier, qui descendaient jeunes et fiers, le boulevard du temps qui passe. Boulevard du temps qui passe, Georges Brassens, une chanson que je ne connaissais pas avant de l'avoir découverte tout à l'heure. Alors, Cartier-Bresson, bah oui, on pourrait parler, alors même si on n'a pas vu cette exposition, on a tous vu, on a en tête bien sûr des photos qu'il a faites parce qu'elles sont quand même mondialement connues. Et un petit film que j'ai pu visionner sur le net qui s'appelle L'Aventure moderne. Il y a 3 parties, un petit film qui a été fait en 1962 où on suit Cartier-Bresson justement dans ses déambulations. Là, c'est plus son travail, ses déambulations et comment il travaille. Alors Cartier-Bresson ne voulait pas qu'on voit son visage, donc même dans ce petit film, on va le voir de dos. Il est assez grand, assez digne en costard. Là, il a son Leica donc en bandoulière et lui dit qu'il est un peintre du trottoir, c'est-à-dire qu'il c'est Bansky. Voilà, il se promène et il va attendre l'instant. Et en fait, ce qui est caractéristique de son travail, c'est quand même cette composition très géométrique. C'est pour lui, classique. Il voit un paysage, il y a une géométrie. Et ce qu'il dit, c'est qu'il attend qu'il y ait le sujet, c'est-à-dire qu'il a le dessin et en fait va arriver le sujet. Donc par exemple, ça peut être comme cette photo qui est à la gare Saint-Lazare, on voit les grilles de la gare Saint-Lazare, on voit des flaques d'eau, et à un moment, il y a quelqu'un qui va sauter, donc on voit une ombre qui saute au-dessus de la flaque, donc il est là et il attend ce moment pour déclencher. Et comme tu disais, en fait, c'est pas une mitraillette, c'est-à-dire il déclenche et il sait que c'est le moment où il faut déclencher, quoi. Tout est là, le sujet est là, le cadre est là, et il peut déclencher, quoi. Oui, il n'y a pas besoin de reprendre, il n'y a pas besoin de recadrer, il n'y a pas besoin de retoucher, tout est là. Voilà. C'est ce qui fait la différence entre ce grand photographe et puis les mitrailleurs, voilà, qui ont des moteurs et puis qui fusillent je ne sais plus combien de clichés avant, et puis qui à l'éditing, bon, ils en choisissent un, quoi, voilà. Ouais. Donc en fait, c'est vrai que pour lui, il retouche pas ses photos, le sujet est vu à un instant précis, donc c'est un peu comme, il y a une forme d'intuition, lui dit qu'il y a une espèce de joie visuelle, parce qu'il sait que c'est le bon moment, et il va pas du tout rechercher quelque chose d'insolite ou de cocasse, quoi. C'est à un moment donné, c'est là, quoi. Et il tire pas lui-même ses photos, il sait le faire, hein, il sait bien. Ah mais à cette époque-là, non. À cette époque-là, les grands photographes comme lui avaient des tireurs à eux. Donc c'est Pierre Gassman lui, c'est Pierre Gassman qui fait ses tirages. Et effectivement, j'imagine qu'après ils sont complètement raccords sur ce qui doit arriver en noir, en plus blanc, en gris. Mais en même temps, Cartier-Bresson pouvait, si tu veux, être aussi dans la chambre noire et puis dire non, ça il faut monter un peu ce noir, il faut descendre un peu ce gris, voilà. C'est comme ça. Il y avait même un photographe allemand dont je me souviens, le nom m'échappe, mais un grand photographe allemand qui avait son tireur aussi. Mais alors, fallait voir les noirs. Ça n'existe pas en photographie des noirs comme ça. C'était son tireur qui forçait sur les indications de ce grand photographe allemand qui forçait les noirs pour en faire. Il y avait même des photos, on voyait quasiment rien. Ah ouais.
Et donc lui, il a aussi fait beaucoup de portraits. Hein. Quand il fait un portrait, il dit que c'est quand même quelque chose d'intime, donc il déshabille forcément le sujet. Donc il a pris, il y a des portraits de Camus, de Sartre, de Léoto, de Colette, des Joliot-Curie. Que des inconnus. Que des inconnus. Voilà. Et il travaille, il dit qu'il a 3 objectifs, mais celui qu'il utilise principalement, c'est le 50 mm, c'est-à-dire c'est celui qui a à peu près une vision, la vision de l'œil, quoi, et qui déclenche au 125 millième, ce qui permet d'avoir un tout petit peu de vitesse, qui est peut-être pas trop de flouté sur un sujet qui bouge, quoi. Et donc, bien sûr, il travaille avec le Leica, c'est du 24-36, ce qui permet d'avoir un format rectangulaire et non pas une chambre carrée, quoi. Et après, donc, quand il y a ces tirages, on développe le négatif, et on connaît ce qu'on appelle les planches contact. Et pour lui, ça c'est un peu comme un carnet de croquis qui va l'aider à travailler par la suite. J'ai bien aimé aussi dans ce petit film, on le voit en train de saisir ces sujets, et il parle de la publicité en disant que la publicité paye bien, que ça peut effectivement des fois arrondir un peu les fins de mois, mais que ça reste quelque chose de très dangereux pour le photographe, parce qu'en fait, si on fait trop de publicité, en fait, on ne travaille plus pour son plaisir et on perd quand même son âme et son regard, quoi. Comme tous les boulots de commande, on peut trouver du plaisir dans la commande, mais il y a la majorité des commandes, ça fait suer le burnou, quoi. Quand on est artiste, on est libre, voilà. Et la moindre contrainte, ça peut abîmer le travail, voilà. Mais la publicité, alors bon, ça c'est le top niveau. Ouais. Alors là, on n'a pas vu donc cette exposition. J'ai pas réussi à non plus voir les catalogues dans les librairies, c'est dommage. Mais bon, il y a des photos qu'on connaît où on voit il y a des bouquinistes. Il y a vraiment des scènes de Paris. Enfin nous, quand on est des amoureux de Paris, c'est là des marchandes de 4 saisons, des escaliers où il y a tous ces jeux aussi de géométrie justement sur le colimaçon de l'escalier. Et ce qu'on aurait pu voir dans cette expo, c'est ces dessins. Donc malheureusement, on a pu en voir quelques-uns sur le net, mais moi j'aurais bien aimé voir ces dessins, quoi. Oui, bien sûr, mais ça, c'est pas perdu. On peut aller à la Fondation Cartier-Bresson, oui, hein, si on veut. Là, c'est peut-être là qu'on devra aller, d'ailleurs, parce que là, je pense qu'il n'y a pas des milliers de gens qui se pressent aux portes de la Fondation Cartier-Bresson, oui, parce qu'elle est comme au musée Carnavalet. Oui, tout à côté du musée Carnavalet, elle est au 79, je crois, rue des Archives, c'est tout à côté. On aurait dû y aller. Par contre, l'exposition qui est en cours à Cartier-Bresson, il y a eu juste une exposition avant qu'on aurait dû voir aussi, qui était sur Eugène Adjet, donc qui est antérieur à Cartier-Bresson, qui s'appelait Voir Paris. Et donc après, en écho à Carnavalet, il y avait Revoir Paris par Cartier-Bresson. Là, c'est une autre exposition sur un photographe plus contemporain. Moi, ça me faisait pas très envie, quoi. Mais on aurait pu au moins aller à la librairie de la Fondation, quoi. Ouais, et puis on aurait pu aussi se pencher un peu sur Adjet, parce qu'il est pas triste, un peu père. Ouais. Mais enfin voilà, Cartier-Bresson, c'est un regard, c'est une émotion, c'est un instant. Oh bah c'est une signature, hein, on peut pas. Enfin, même si on n'est pas un spécialiste de Cartier-Bresson, on reconnaît un Cartier-Bresson. Je ne sais pas vous dire à quoi, mais moi qui suis pas très très doué pour toutes ces choses-là, en peinture plus, mais en photographie non, mais je suis à peu près sûr que je reconnaîtrais un Cartier-Bresson, même si je ne sais pas que c'est un Cartier-Bressien. J'ai rencontré dans mes voyages des paysages sensationnels. J'ai regardé couler le Tage, j'ai vu Carthage sous le soleil. Il y avait trop de lumière et je préfère, oui mes amis, la douce fraîcheur de clairière de notre île Saint-Louis. J'adore les quais de la Seine, à la mine sereine des petits marchands. Le calme du vieux bouquiniste, dressant une liste d'un vendu charmant. Par là, dans le soir, se promène l'ombre de Verlaine, poussée par le chant. Des violons qui la pénètrent et qui font connaître l'automne aux passants. Comme un ruban qui se déroule, le fleuve coule et puis s'en va,
le regardant seul et tranquille, bout dans la ville, je reste là, improvisant mon cœur bohème, chante un poème reconnaissant. Le vieux clochard tirant sa flemme, lui, bien sûr me comprend. J'adore les quais de la Seine, à la mine sereine des petits marchands. Le calme du vieux bouquiniste, dressant une liste d'un vendu charmant. Par là, dans le soir, se promène l'ombre de Verlaine, poussée par le chant. Des violons qui la fait naître et qui font connaître l'automne aux passants. Quai de la Seine, Lucienne Delisle. Et vous êtes toujours, vous avez de la chance quand même, sur Radio Support, la station des Rapins 100 fois 100 Ouest en Courbette, l'émission à Raclin consacrée pour sa partie artistique à Martine Franck, après Cartier-Bresson. Ouais, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de Martine Franck. Moi, quand on va voir quelle femme humaniste elle est. Donc, je vais lire un petit texte qui est en présentation sur le site de la Fondation Cartier-Bresson. Donc, voilà ce qu'elle dit. Je suis partie sans idée préconçue. Lorsque j'ai entrepris ce long voyage en Orient, j'ignorais que je deviendrais photographe. Je cherchais simplement à découvrir le monde et moi-même. En janvier 1964, je me suis donc retrouvée à Katmandou, au Népal, avec mon amie d'enfance Ariane Mouchkine. Le premier jour, je fus ahurie de voir la Banque nationale qui étalait ses pièces d'or par terre au marché. Cela m'a paru fabuleux et fou. L'hôtel minable où nous logions était plein de rats et de poux et nous avons vite décidé de partir pour un trekking en montagne. Nous avons quitté la ville à l'aube et je me souviens du froid glacial, de mon émerveillement devant l'architecture vernaculaire et de l'hospitalité des villageois qui nous permettaient de passer la nuit chez eux. Tout ceci, je ne l'ai jamais oublié. La bouse de vache qu'on mettait à sécher sur la façade des maisons, les oranges énormes qui se pelaient comme des mandarines, les caravaniers tibétains avec leur joyeux sourire un peu moqueur et leur envie de nous toucher. Personne ne mendiait comme en Inde, il n'y avait pas encore de hippies et les gens étaient étonnés de voir deux femmes seules. Mais où sont donc vos maris, nous demandait-on régulièrement. J'ai le souvenir de la beauté partout, les visages, les paysages, les gestes, les objets usuels que je prenais tant plaisir à photographier. Je n'avais jamais été aussi heureuse et libre. C'est en rentrant à Paris que j'ai montré ces images au bureau de Time Life. On m'a proposé de devenir stagiaire. J'ai senti que j'avais trouvé ma voie. J'allais devoir travailler beaucoup. J'allais devenir photographe. Donc c'est une belle introduction à la vie de Martine Franck. Alors Martine Franck est née en 1938, ils ont donc 30 ans d'écart avec Cartier-Bresson. Elle est née en Belgique, à Anvers, et dès l'enfance, elle voyage parce que sa famille vit à Londres. Et en 1939, le père de Martine Franck rejoint l'armée britannique. Donc elle, sa mère et son frère quittent l'Angleterre pour les États-Unis pendant la guerre et reviendront en 1944. Donc elle fait une partie de ses études là-bas ainsi qu'en Suisse et c'est là qu'elle rencontre aussi Ariane Mouchkine, donc qui est son amie d'enfance et qui aura donc ce rôle décisif dans son avenir. Et en 1956, elle commence à faire des études en histoire de l'art à l'université de Madrid. Ensuite, elle ira à l'école du Louvre en 1958 et elle a donc 20 ans. Elle apprend à lire le français, comme elle dit, avec les billets humoristiques de Robert Escarpite dans Le Monde. Et d'ailleurs, elle soutiendra une thèse consacrée à sculpture et cubisme 1907-1915. Donc en 1963, c'est là qu'elle part avec Ariane Mouchkine et qu'elle va donc commencer à faire des photographies et qu'elle va sentir cette vocation. Et donc après, elle continuera aussi à voyager, donc la Chine, le Japon, l'Inde, le Cambodge, le Népal, l'Afghanistan. Et elle publiera des récits de voyage. Et elle dit qu'en fait, la photographie est arrivée un peu par hasard dans sa vie parce qu'elle avait obtenu un visa pour partir en Chine. Son cousin lui a prêté son Leica en lui disant qu'elle avait beaucoup de chances de partir et qu'il fallait qu'elle rapporte des images. Voilà, comme quoi la vie nous apporte toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas toujours, quoi. Et donc, elle revient en France après ce voyage. Elle travaille pour Time Life
et elle fait vraiment connaissance avec la photographie. Et là, donc, elle va devenir donc photographe indépendante. Elle collabore avec des magazines américains. Elle fait des reportages. Elle fait aussi des portraits d'artistes et d'écrivains. Et donc elle va rencontrer, c'est pareil, elle va rencontrer des grands. Hein, en plus, il y a cette fibre aussi de formation artistique. Donc elle va rencontrer Alechinsky, Balthus, Pierre Boulez, Chagall, Michel Foucault, Michel Léris, Sam Zafra, dont elle fera aussi des portraits. Et ce sera des relations aussi d'amitié. Et elle devient aussi membre fondatrice du Théâtre du Soleil. Puis elle devient photographe officielle de la troupe d'Ariane Mouchkine qu'elle ne quittera jamais. Et on connaît l'impact des spectacles de Mouchkine à la cartoucherie. C'est quand même quelque chose qui fait date dans le théâtre. Et en 66, elle rencontre donc Henri Cartier-Bresson, donc qui a 30 ans de plus qu'elle et qu'elle va épouser en 1970. Alors si elle dit, mon père m'a dit que je prenais un gros risque, j'ai été très heureuse, Henri m'a toujours encouragée à travailler, il ne m'a jamais mise à l'écart, grâce à lui j'ai rencontré beaucoup de monde. Après, elle va intégrer des agences et donc elle va être, comme tu parlais, de la fondation de l'agence Viva dont tu as parlé en début d'émission. Ensuite, il y a la création de l'agence Magnum elle va en être un membre associé aussi. Et là, elle va aussi travailler beaucoup sur les droits de la femme et elle va s'intéresser donc à tous ces sujets à caractère social. Elle va vouloir témoigner de cette réalité. Ce sera une des premières à s'intéresser à la population, aux vieux, comme on dit, à la population vieillissante. Elle va publier Le temps de vieillir. Et donc c'est important donc cette ouverture sur ces reportages justement sur des causes humanitaires. Elle va travailler avec les petits frères des pauvres. Elle va travailler sur les personnes donc en situation d'exclusion, qui ont des maladies graves. Elle va se rendre plusieurs fois sur l'île de Tory, au nord-ouest de l'Irlande, où là elle photographie le quotidien d'une communauté gallique traditionnelle qui vit en marge sur le continent. Elle fait un film aussi sur Ariane Mouchkine, un film de 26 minutes, et puis elle continue de voyager, donc elle ira aussi encore en Asie, au Tibet. Elle fera un documentaire aussi sur Retour en Irlande avec Martine Franck, photographe. Et après, elle expose au musée de la vie romantique. Et avec leur fille, donc en 2002, ils créent cette fondation Henri Cartier-Bresson. Donc voilà, c'est quand même une vie riche. De travail, de regard sur l'autre. Il y a vraiment, moi j'ai été très touchée, j'ai regardé aussi, il y a des petits films où on la voit en train de travailler, en train de parler un petit peu, et ça m'a énormément touchée en fait, il y a une espèce aussi d'humilité dans le travail, et Cartier-Bresson, comme je disais tout à l'heure, voulait pas qu'on voit son visage, et donc elle dit c'était un matin, donc il passait au dessin, il était plus dans la photographie, donc comme il faisait son travail tous les matins, et c'était son anniversaire à elle, et il lui a demandé ce qu'elle voulait comme cadeau, et elle lui a dit j'aimerais bien pouvoir faire un portrait, faire une photo de portrait de toi. Donc c'était le cadeau d'anniversaire, il a accepté d'être pris en photo, quoi. Voilà. Et elle est morte en 2012. Ah non, 74 ans. J'ai pas besoin de vous pour ranger mes vêtements. Partez-vous m'encombrer, dit la vieille en sautant. Pieds joints sur sa valise, on aurait dit Popeye. Elle avait encore la souplesse des abeilles. Et d'un pas décidé vers la gare Saint-Lazare, tandis qu'on faisait son départ, elle s'en allait gaiement, son bagage à la main, avec 2 ou 3 pauses pour se tenir les reins. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au contrôleur, pour porter ma valise, j'en ai pour un quart d'heure. L'hospice est en banlieue, on dit que c'est un château où les vieux jouent au Scrabble et aux petits chevaux. Moi, j'ai horreur de ça, comprenez-vous, monsieur? Je n'aime que les westerns avec plein de coups de feu. J'ai vu 14 fois l'infernal chevaucher. Je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés. J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière, pour déplier mes draps. Laissez-moi, j'ai affaire. Alors de sa valise, à l'abri des bouteilles d'un célèbre pinard, descendit au salon où les vieux et les vieilles
jouer aux petits chevaux, en se grattant le fanchon. L'un d'entre vous n'aurait-il pas un tire-bouchon? J'ai pas besoin de vous, dit-elle au médecin, en élevant vers lui son troisième verre de vin, tandis que les vieillards autour de la pendule chantaient à quatre voix la grosse bite à tutule. Et l'on vit ce spectacle ô combien ravissant de 80 gâteux quittant l'établissement afin de ratisser les auspices du pays, arrachant à la mort des moribonds surpris. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au curé, qui au chevet d'un vieux s'esquintait à prier. Vous voyez bien que ce cadavre n'est pas mort s'il ne respire plus. Par contre, il bande encore. Un petit coup de branlette le remettra sur pattes, comme un coup de manivelle sur une vieille Juve à 4. Le prêtre révulsé tombait les bras en croix. Il respirait encore, mais il ne bandait pas. J'ai pas besoin de vous claironner tous les vieux chaque fois qu'un député voulait s'occuper d'eux, car vous n'avez pas su vous occuper de nous, du temps où nous avions encore confiance en vous. Tous les moyens sont bons pour gagner la coupole. Si les morts ont voté, vous auriez la vérole. En tant qu'improductif, nous ne produirons pas un imbécile de plus à la tête de l'État. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au nécrophage qui la poussait dans le ghetto du troisième âge. Saloperie technocrate qui entasse cette formule du haut de mon mépris. Saloperie, je t'encule, c'est la première fois que je dis un gros mot, et tout en se servant un petit verre de Porto, elle fit un bras d'honneur, on aurait dit Popeye. Elle avait encore la souplesse des abeilles. Vieille Leila Huissoud, une jeune chanteuse pleine d'avenir. Ah oui, oui, moi j'adore. Enfin bon, je la découvre et j'adore. Alors les expos, donc Cartier-Bresson jusqu'au 31 octobre, il faut se dépêcher. À Carnavalet. Au musée Carnavalet. Où on peut aller à sa fondation qui est à côté. Rue des Archives, 79 rue des Archives. Dans les anciennes expos, donc il y a toujours, je pense, Georgia O'Keeffe à Beaubourg. Et à Beaubourg, il y a aussi une exposition Baselitz qui a démarré il y a pas longtemps, une exposition peinture et sculpture de Baselitz. Ouais, je vous recommande parce que si c'est ce qu'on avait vu au musée d'art moderne il y a quelques années, c'est génial. Ouais, c'est intéressant, j'ai vu la présentation, ça a l'air vraiment, il y a des belles toiles, en plus il y a quand même des grands formats, il y a de la pâte, il y a de l'expression. Oh bah oui, c'est pas dans le petit. Il y a une exposition aussi au musée d'Orsay, Signac collectionneur. Et j'ai eu l'occasion, je mettrai en lien, d'écouter 2 émissions de Charlotte Hellman, qui est son arrière-petite-fille, qui parle de son grand-père, qui viendrait éditer le journal de Paul Signac et un livre sur la vie amoureuse de Paul Signac. Et c'était passionnant. En fait, Signac est quand même un grand bonhomme, qui est un grand artiste, mais en plus dont les engagements libertaires, pacifistes n'ont jamais bougé. Ouais. Julie Manet au musée Marmottan. Musée Zadkine, une exposition L'âme primitive qui regroupe un collectif, plusieurs artistes. Et entre autres, il y a Chagall, donc il y a aussi Goncharava, Fernand Léger, Abraham Poincheval. Enfin voilà, ils sont une vingtaine, Rodin, ils sont une vingtaine à représenter ce primitif. Donc c'est l'âme primitive, c'est un langage sculptural. Voilà. Il faut aller voir. En plus, le musée Zadkine est un lieu qu'on aime beaucoup. Ouais, avec son petit jardin, c'est un petit musée extraordinaire. Et là, il n'y a pas foule, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on peut arriver au musée Zadkine sans problème. Et puis, je viens de découvrir un truc, là, Visage du monde ouvrier. À la galerie Lumière des Roses à Montreuil. Ouais.
Voilà, ça c'est grâce au Canard de Montreuil que j'ai découvert cette exposition et ce lieu, donc on va aller le visiter parce que je pense que c'est une très belle expo, on va continuer à travailler la photographie. Donc en fait c'est une collection de photos sur des images de travailleurs donc à l'aube du XXe siècle et c'est une collection apparemment avec des clichés qui ont été rachetés, donc je pense que c'est vraiment très très intéressant. Et puis il y a le jour des morts, toujours à l'association pour l'estampes et l'art populaire, 49 bis rue des Carcades, Paris 20e. Bon, ben voilà. Et ça, le jour des morts, c'est du 30 octobre au 7 novembre. Et puis il y a Jacques Greenberg à la galerie Kaléidoscope. Rue Chapon à Paris. Et la coopérative Cérès Franck qui rend un hommage à Dominique Paula Dardouin le 30 octobre à Montelieu, du côté de Carcassonne. Ça en fait des choses à vos agendas. Hein. Ah oui, non, t'as parlé de Soutine et de Coligny. Non, je vais te parler de Soutine. Ah bah, Soutine et de Coligny à l'Orangerie jusqu'au 10 janvier, vous avez le temps. Voilà. Bon, on a fait un bon tour, là, ça occupe déjà quelques semaines, de travail. Le culturel. Alors, j'ai lu le dernier tome, grâce à nos chers amis Claude et William, de Carlos Ruiz Zafón. Donc, ils nous avaient envoyé le livre 2. J'avais acheté le livre 1, j'ai lu le livre 2, et là, je viens de terminer le livre 3 qui s'appelle Les Lumières de septembre. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré l'histoire. Je trouve que ce tome 3 va encore plus loin que les autres, il se termine par une magnifique lettre et c'est une très belle écriture avec des belles descriptions, c'est entre le fantastique mais pas que, ça m'enseigne des anges et vraiment merci Claude et William de m'avoir fait découvrir cet auteur et ce cycle, même si eux pensent apparemment qu'il a été meilleur sur d'autres bouquins, mais je vais continuer. Et puis on a vu aussi, alors là je vais vous dire un truc, ma camarade a pleuré pendant toute la séance. Gaza, mon amour. Ah, j'ai pas peur. Non, c'est les frères Nasser et c'est un film. Gaza, mon amour, c'est un film politique, mais avec plein de subtilité, plein d'humour, et c'est une belle histoire d'amour en plus. Donc en fait, c'est vraiment un savant mélange de jeux d'acteurs et de touches justement incisives sur ce qui se passe à Gaza. Il y a plein de dénonciations du système, aussi bien d'ailleurs du Hamas, ce Hamas qui est toujours présent, qui est quand même un peu ridiculisé aussi, et ces deux acteurs qui sont hyper touchants, quoi. On l'a pas vu d'israélien, c'est déjà quelque chose. Et puis c'est un couple, c'est des cadras ou des quinquas, je sais pas, enfin bon, lui est marin-pêcheur, alors marin-pêcheur à Gaza. Alors Dominique me dit, quand elle voyait remonter la poche avec les sardines de l'or, t'as vu tout ce qu'il prend? Ah non mais, les poches de sardines de Gaza, c'est 1/100 des poches de sardines de la mer du Nord, de tous ces coins-là. Non, c'est ridicule, quoi, il y a, je sais pas, moi, peut-être 10 kilos de poissons à chaque remontée de filet, quoi. Mais je pensais qu'il y en avait encore moins, parce que vu que l'espace de pêche est de 5 km, je me disais qu'il y avait plus... Pour des sardines, c'est ridicule, tu vois. Les sardines, c'est un poisson tellement prolifique, il y a des bancs de sardines géants, voilà. Non, mais là, c'est triste. Enfin bref, il a son petit bateau de pêche, j'aimerais bien avoir un petit bateau de pêche comme ça, d'ailleurs. Il est célibataire, il s'est jamais marié, et elle est une veuve. Et elle est couturière, elle a une fille qui est assez sympa d'ailleurs, qui travaille avec maman, et voilà. Et alors lui, comme elle semble l'intéresser, et comme elle est couturière, il va faire réparer ses pantalons. Mais vous verrez, il y a des côtés aussi très drôles. Ah ouais, non, c'est un très parce qu'il remonte dans ses filets une statue d'Apollon, une statue d'Apollon grecque, mais pas la période, la grande période de la sculpture grecque, c'est plutôt une sculpture plus ancienne, je dirais pas primitive, mais entre le primitivisme et puis la sculpture hellénique comment il s'appelle ce sculpteur grec, et voilà, et c'est quand même assez magnifique, quoi. Et on s'aperçoit aussi que ce petit territoire de Gaza n'est pas exempt de profiteurs, voilà, c'est assez écœurant aussi d'une certaine manière, mais la guerre, comme la paix, il y a toujours les mêmes profiteurs que ce soit la guerre ou la paix, quoi. Ouais, non, c'est un très très bon film. Ouais.
Ouais. Et moi j'ai vu au théâtre, mais ça ne joue plus, au théâtre de Montreuil, une pièce qui s'appelle Buster, donc un hommage à Buster Keaton. C'est Mathieu Boer qui est en fin de contrat sur la direction du théâtre de Montreuil qui l'a mis en scène. Stéphane Boudet, qui est programmateur du cinéma de Méliès à Montreuil, qui lui a fait ses travaux de thèse, je pense, sur ces comiques du muet, ou même avec Tati. Et donc il y a un très beau texte, et donc c'est un spectacle qui mêle le spectacle de cirque, puisqu'on a un funambule, la musique dans le devant de la scène, donc batterie, piano, enfin trompette, tout ce qu'on veut. Comme autant des films. Voilà, et en fait après un écran avec la croisière du navigateur, et Stéphane Boudet raconte ce film avec de longues périodes de scènes de film, et c'est extraordinaire. Moi, j'étais pas allée au théâtre depuis longtemps, et là vraiment ça a été un moment jubilatoire. Du cinéma-théâtre. Ah ouais, c'était vraiment. Donc si jamais ça tourne en province, ou si ça passe à nouveau, il faut vraiment aller voir cette pièce Buster, quoi. Oui, ou venir habiter à Montreuil, parce que je sais pas si vous avez remarqué, depuis le temps qu'on fait les émissions avec ma camarade Piquet-Gou, qui est montreuilloise, si vous l'ignorez encore, c'est que bon, vous suivez nos émissions d'une cesse distraite, hein. Mais avec tout ce qu'elle vous a raconté sur Montreuil, si vous avez envie d'avoir une vie remplie, pleine d'aventures intellectuelles, cinématographiques, théâtrales, musicales, gilets jaunes et compagnie, vous venez à Montreuil. Et ben alors maintenant on va saluer les Aminches, hein. En tout premier lieu, on va vous faire part d'une terrible, triste nouvelle. Notre camarade Bernard, le compagnon d'une des écrivaines qui signe sous le pseudo de Claude Isner, c'est Laurence, et ben son compagnon nous a quittés la semaine dernière, et son enterrement aura lieu mercredi au cimetière de Montreuil. Voilà. On exprime toutes nos sincères, chaleureuses et tout ce que vous voulez de condoléances à Laurence, qui le mérite, et on lui souhaite tout le courage possible pour surmonter cette épreuve, car c'en est une quand on a vécu avec un compagnon ou une compagne pendant presque toute sa vie. Le jour où il part, ça fait quand même un vide. Hein. Ouais, et Bernard était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, un homme passionné par son métier de bouquiniste, très érudit, autodidacte, enfin vraiment quelqu'un de très humble aussi, que moi j'ai pu rencontrer. J'ai rencontré malheureusement trop tard, mais c'est vrai que je me rappellerai toujours de ses petits repas partagés, de son humour aussi malgré tout. Voilà. Il aimait les fleurs, il avait un jardin, enfin c'était quelqu'un. Ouais, il avait aussi un jardin en Normandie. Voilà. Ouais. Voilà, bon, bah, c'est pas, on la vit, c'est quand même pas tous les jours marrant. Hein. Alors, les expos, ah non, mais non, c'est pas les expos, c'est les camarades. Alors, excusez-moi, je suis encore en retard, moi. Salut nos Aminches, attention à ne pas sauter de ligne. Claude et André de la Nation, Karine, dite Karine Ouzette, une artiste qui habite à Montigny. Voilà, Marie-Christine Béguet, une graveuse de talent qui partage sa vie entre les Cévennes et le Gard. Et je crois qu'elle s'est définitivement fixée dans les Cévennes en squattant une copine, enfin parce qu'elle a des problèmes pour l'achat d'une maison. Elle achète des maisons, mais pas cher, mais seulement l'achat ne se conclut pas puisqu'il y a les héritiers qui ne sont pas d'accord. Alors voilà, là c'est un gros problème. Claude et William, nos potes de Brest, qui envoie de la littérature à ma camarade, hein, surtout pas à moi, parce que moi je suis un illettré, hein, merci les copains. Bon, non, je plaisante, hein, bien sûr, Claude et William, ils sont de l'humour, hein, c'est pas parce qu'ils sont bretons qu'ils n'ont pas d'humour, même les bretons ont de l'humour, hein, non? Bolloré, vous connaissez Bolloré, vous voyez, c'est un grand humoriste. Non, je déconne. Jean-Paul Souvraz, un peintre, mais un grand peintre de Coup de Kerbranche, dans la banlieue de Dunkerque, qu'on aime beaucoup. La peinture est lui-même, qui est un grand humaniste. Claudine, une copine à ma camarade Piquet-Gou, qui fricote avec l'art aussi. Jean Peduzzi, il va plus de nouvelles du tout, donc je vais te relayer, Jean Peduzzi. Hein. Je sais pas où t'en es, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Il faudra nous faire signe ou nous envoyer un faire-part, l'un ou l'autre. Bon, voilà. Corinne, Joël, Anne-Emmanuel et Fredo, une petite bande, un petit quartet là, d'artistes et de vagabonds qu'on aime beaucoup. Juliette Blanc, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, mais
bonne, grande, on aime. Clément, même punition, même motif, le Vincent Van Gogh de la gravure, qu'on adore. Agnès Dubar, pareil, même punition, même motif, une grande de la gravure. D'épargne, on est dans la taille d'épargne, avec Juliette, Clément et Agnès, c'est la taille d'épargne. Thierry Morciot, lui, c'est plutôt, comment dirais-je, sur plaque de cuivre, qui est un grand graveur belge de Bruxelles. Marie-Christine et Christophe D, militante chez Militant qui milite. Cécile, tu la sens ma 5e puissance. Oui, ma Cécilette, on la sent ta 5e puissance et on t'aime. La Russe flamboyante, qui anime 2 émissions sur une radio OVNI, mais des émissions flamboyantes. José Arthur, qui anime une émission musicale de haut niveau, qui s'appelle Le Mélange, le dimanche en fin d'après-midi, sur cette radio OVNI. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bouan-Marlotte, qu'on a découvert dans la magnifique librairie L'Empreinte de Florence Quenu, qui expose des artistes locaux. Moi, je suis pas local à peau de peau. Colette et Alain, 2 mécènes, collectionneurs de peinture, de dessin, et pour Alain de bouquins rares. Alice Amoroso, une graveuse en taille d'épargne aussi, hein, toute jeune, la génération montante des grands graveurs, voilà. Dominique Paula d'Ardouin, une galériste, hélas aujourd'hui disparue, qu'on aimait beaucoup. Marie-Pierre, une collectionneuse aussi, qui est une adoration. Marie Degnaud, une galériste vagabonde, une galériste vagabonde, voilà, qui expose en ce moment Jacques Greenberg dans sa petite galerie itinérante. Antoine Manoury des Champignons, Raoul, un graveur aussi émérite, un pote à Alice Amoroso, qui fait aussi de la taille d'épargne, mais il touche aussi aux autres techniques de gravure. Et j'ai tout dit là. Et j'ai tout dit là, qu'elle me dit ma camarade de combat. Bon, l'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr. Et nous finissons avec Faut vivre de Mélissa. Salut copines, salut copains. Salut. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre.
Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.